Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le dépôt des RIB relevés d'identité bancaire à la DBSU, direction des bourses et secours universitaires. Les étudiants qui font cette opération la font à la demande du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et conformément à la volonté de ce département de mensualiser le paiement des allocations universitaires. Une explosion d'une mineure survenue ce dimanche non loin de Gao au Mali. Le drame s'est produit après le passage d'un bus transportant des voyageurs. Angela Merkel entame ce lundi une visite de 2 jours en Algérie. La chancelière allemande va y évoquer avec le président algérien divers sujets, dont ceux relatifs à l'immigration et au terrorisme. La mensualisation du paiement des allocations universitaires est en marche. Il faut être à la direction des bourses et secours universitaires pour s'en convaincre. Une foule d'étudiants a pris d'assaut cette direction ce matin pour y déposer les RIB relevés d'identité bancaire. Ils se conforment ainsi à la décision du ministère de l'Enseignement supérieur de mensualiser le paiement des allocations universitaires. Le communiqué de ce département ministériel qui annonce l'information précise que ce choix procède de la volonté de ce ministère d'améliorer les conditions d'études des étudiants. Le même communiqué mentionne que le dépôt des RIB peut être aussi fait dans les points focaux de la DBSU situés dans les universités nationales du Bénin. Ajoutons quelques mots, le dépôt des RIB prend fin le vendredi prochain. Cela se passait il y a 27 ans. Il s'agit de la Conférence nationale des forces vives. Cet événement qui s'est déroulé du 19 au 28 février 90 est à l'origine de l'instauration du renouveau démocratique. 27 ans après, que pensent les Béninois de l'État de la démocratie béninoise? Pour certains, la démocratie va mal parce que l'un de ses fondements, le multipartisme intégral, ne se porte pas bien. Pour d'autres, tout va pour le mieux en démocratie au Bénin. Les avis, vous allez l'entendre, sont on ne peut plus divergents. L'État, 27 ans après la conférence nationale, n'est pas reluisant. L'état politique n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Surtout la gestion politique de la démocratie après la conférence. On ne peut pas faire une démocratie sans parti politique. Je constate que les partis politiques n'existent même pas. Un système partisan, ce n'est pas un club électoral. Un système partisan, c'est des idées. Un système partisan, c'est des convictions, c'est des visions. Et ce n'est pas un individu qui en crée, mais un groupe d'individus qui partagent les mêmes idéaux. Ici, c'est un individu qui crée. Dès qu'il est fatigué, dès qu'il n'a plus les moyens pour nourrir la bande qui est derrière lui, ça disparaît. Et puis bon, vous voyez cette propension pour les partis politiques à ne pas faire l'opposition. Elle est en très bonne santé. Elle va bien comparativement à d'autres pays que j'en ai vus qui parlent de démocratie où il n'y a pas de liberté d'expression, qui parlent de démocratie où les gens sont torturés, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et qu'au Bénin, certes, les gens ne mangent pas à leur faim, mais ce n'est pas comparativement à d'autres pays. Pour en arriver à parfaire, ne serait-ce qu'un petit peu, la démocratie au Bénin, il faudrait qu'on investisse plus dans l'agriculture. La démocratie passe par, fondamentalement, d'abord, c'est le ventre. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. 27 ans après, bon, il faut dire que quelque chose a été fait. Mais force est de constater qu'en réalité, il y a encore des problèmes d'État que le Bénin continue de traîner. Nous avons des responsables qui pensent que les tests sont faits pour être appliqués aux autres. Puisque pour que les tests soient vraiment applicables à tout le monde, il faudrait que les responsables aussi commencent eux-mêmes, n'est-ce pas, à donner l'exemple pour que le bas peuple puisse, n'est-ce pas, essayer d'emboîter le pas, n'est-ce pas, à ces responsables-là. Nous disons que nous sommes libres, n'est-ce pas, de nous organiser en association. Vous voyez des responsables qui viennent, qui interdisent, moi j'appelle ça une interdiction, qui interdisent, n'est-ce pas, le droit d'association aux étudiants par exemple. Ça c'est un cas palpable. Les gens se sont battus pour que vous et moi nous ayons la liberté. Rien ne doit expliquer le fait que nous interdisons aussi aux autres, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer. Je prends déjà ce cas-là. Si j'ai encore un autre cas, au temps du régime de faim, il y a eu des moments où on dit que les marches sont interdites jusqu'à nouvel ordre.
Dans le même temps, on permet dans une même république que des gens d'une région donnée se mettent à manifester alors qu'on interdit, n'est-ce pas, aux autres de manifester sur un comportement qui frustre. Histoire, on ouvre une page de l'esclavage. Cela, vous le savez, rime avec la route de l'esclave au Bénin, une route située dans l'actuelle ville de Ouidah au Bénin et qui vaut la peine d'être parcourue, n'est-ce pas, Ibrahim Oruna? Une route de l'esclave bien structurée, cela se trouve à Ouidah, signe manifeste d'une ancienne plaque tournante de l'esclavage. Restaurée en 1992 à l'occasion du Festival international des arts et cultes vaudoun dénommé Ouidah 92, elle était empruntée par les esclaves avant leur embarquement. 6 étapes la composent, dont la première est la place aux enchères. Là, on vendait nos aïeux. Là, le troc se faisait. Et quand je disais le troc, c'est pas de donner de l'argent. Les Européens venaient là. Nous avons connu 5 pays européens. Il y a les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Et ces pays-là, ils sont tous installés à Ouidah ici. Ils ont leur fort. Et quand les marchandises, nos aïeux, arrivaient au marché, ils venaient sélectionner. Et ils donnaient des objets de peu de valeur en échange. Et si je peux vous donner un exemple là, quand les Européens arrivent à donner un canon au roi, le roi donne 21 femmes ou bien 15 hommes. C'est ce qui se passe au marché des esclaves. Ces esclaves ainsi troqués contre des objets de peu de valeur seront ensuite conduits vers l'arbre de l'oubli. C'est un arbre mystique qui a été planté par les rois autochtones du Dahomey, surtout le roi Agadia en 1727. Et arrivé là, tous les esclaves faisaient le tour de l'arbre. Et l'objectif de l'arbre, c'est pour pouvoir les rendre amnésiques, faibles. Donc les hommes faisaient 9 fois le tour, les femmes 7 fois. L'homme tourne dans le sens de l'évogie, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. La femme dans le sens de d'estrogie, de la gauche vers la droite. Parce que l'homme est basé sur le canal droit, la femme canal gauche. Et quand ils arrivent à faire le tour de l'arbre, ils devraient oublier leurs enfants, leur maison, en bref leur repère géographique. Après avoir oublié enfants et parents et désormais sans repère géographique, ils sont gardés dans une case noire, Zomaï, où certains perdaient la vie. Zo, c'est le feu. Maï, là où la lumière, le feu ne pénètre point. Cette case a été créée après des expériences de voyage. Ça veut dire quoi? Pour amener nos aïeux d'ici pour l'Amérique, ils font au moins 12 semaines. Ça veut dire 3 mois de voyage pour aller en Amérique. Mais les premières expériences ont montré quand ils voulaient amener 100, c'est à peine 30 qui arrivent à la destination. Alors là, c'est une perte pour les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de là, les Européens ont eu l'idée de créer la case noire, qu'on appelle la case de Zomaï, où on gardait nos aïeux pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, c'est pour pouvoir les tester. Et ils sont en contact permanent avec l'obscurité. Et le pire encore, tous leurs besoins intimes se faisaient dans la case. Uriner, chier, là, c'est sur place. Et on les donne à manger une fois tous les 2 jours. Ceux qui ne réussissaient pas l'épreuve de Zomaï et qui y rendaient l'âme, et même ceux agonisants, étaient enterrés dans une fosse commune. La fosse est réservée pour les esclaves malades, fatigués, les morts, ceux qu'on a qualifiés des agonisants. Et si par exemple on laisse un malade rentrer chez lui, et par chance, il a la chance de se guérir, alors il peut toutefois dévoiler le secret. Et dans cet objectif, on les enterre vivants, dans la fosse commune. Les plus résistants et physiquement aptes à faire le voyage transatlantique sont soumis à un dernier rite. Ceux qui sont résistants, avant de venir à la porte de non-retour, on les obligeait maintenant à faire le tour de l'arbre 3 fois chacun, dans le sens de faire retourner de leur âme, de leur souffle. On appelle ça l'arbre de retour. Retour mystique et non retour physique. Et quand ils faisaient le tour, dans le monde spirituel, ils sont attachés à leur terre. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement Dahomey, la mort c'est une vie passagère. Il faut immortaliser l'âme. Donc on demandait à ces esclaves de faire le tour dans l'objectif qu'après leur mort, leur âme devrait venir. Étape finale de la route de l'esclave, la porte du non-retour. Tout au long de la côte servait pour l'embarquement. Tous les bateaux restaient au large de la plage. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites chaloupes vers le grand navire. Ce qui crée la mort de plusieurs esclaves du Dahomey. Ça veut dire quoi? Imaginez nos aïeux qui venaient de Savalo, un peu du centre du Bénin vers Abomey, qui n'ont jamais vu l'océan. En venant sur cette plage de Djegbadi, ils voyaient l'eau et le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient où allons-nous. Beaucoup d'entre eux préféraient mourir sur la terre que de mourir dans l'eau. Il y a des gens qui tombaient par terre, enchaînés. Ils mangeaient le sable pour mourir. Le pire encore, ils ne sont pas habitués aux pirogues. Quand les pirogues s'agitent, si quelqu'un fait le mouvement de se jeter à l'eau, il entraîne les autres. Donc ça arrivait que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin.
Donc regardez bien comment ils sont enchaînés. C'est le départ de nos aïeux comme ça, vers le dernier sort qu'on appelait la porte, le destin, la porte du non-retour. Donc ce côté que vous voyez de la porte où nos aïeux tournaient droit à la ville, c'est ça qu'on appelle la porte de non-retour physique. La porte de retour physique. De nombreux esclaves partaient ainsi vers des destinations inconnues, certains pour y être employés aux travaux domestiques et à la vente de volailles, d'autres pour tout simplement travailler dans les champs de coton, de riz ou encore de canne à sucre, avec la constante menace du fouet. Les ancêtres sont mécontents de telle personne, telle autre connaîtra des malheurs. Il s'agit là de quelques idées liées à la superstition. Le phénomène, vous allez le voir, a un solide ancrage dans la société béninoise. Superstition, conception de Béninois, c'est un sujet de Loris Frédéric Davor, Denis Maroya et Romaric Devouche. Les ancêtres sont mécontents des femmes non excisées au point où ils envoient des maladies incurables à la femme ou encore ils sont à l'origine des causes des enfants morts-nés. Dieu tonnerre foudroiera désormais toute impunité, vol, viol ou autres crimes de sang et crimes économiques dans ce pays. Telles sont quelques convictions qui puisent leur fondement de la superstition. Dans le labyrinthe de la définition de la superstition, le Béninois tente de distinguer les bien minces limites entre les idées préconçues, les valeurs ancestrales et principes métaphysiques. La superstition, c'est ce fait qui consiste à croire que tout ce qui nous arrive est un mal projeté par quelqu'un, envoyé par quelqu'un. Même quand on tousse, au lieu de voir qu'il y a peut-être la pollution autour de nous, on se dit certainement que c'est quelqu'un, un sort qu'on nous a jeté. Donc la superstition chez le Béninois est si ancrée dans nos mœurs qu'on n'arrive pas à lier les maux dont nous souffrons à des relations de cause à effet. Mais on cherche toujours le bouc émissaire, quelqu'un qui nous aurait fait ça parce qu'il serait en train de nous jalouser, ainsi de suite. La superstition est considérée comme une croyance dont la manifestation des forces mystérieuses est liée à des actes, à des objets ou des phénomènes. Elle est devenue de nos jours une coutume pour certains et une véritable hallucination ou ignorance pour d'autres. Beaucoup de superstitions scientifiquement ne sont pas démontrées. Mais en fait, la superstition est basée sur la loi du subconscient et la loi de l'auto-envoûtement ou de l'envoûtement collectif. La superstition fait appel au fait que lorsque vous répétez la même chose, lorsque vous avez peur de la même chose, lorsque vous pensez à la même chose, lorsque vous désirez la même chose, ça finit par créer ce que nous appelons l'égrégore, une sorte d'égrégore qui est dans l'air et qui devient parfois une réalité. Et lorsque quelqu'un franchit cet interdit, ce totem, il vit la chose vraiment. Ça, c'est un autre aspect métaphysique de la superstition. Concept à sémantique ambiguë, la superstition inspire les artistes, nourrit les sujets de recherche de socio-anthropologues, attise et active la curiosité du citoyen béninois. L'homme est superstitieux parce qu'il habite tous les hommes. Tous les hommes sont habités par la pensée magique. Nous, c'est du question de degré. Tous les hommes. Parce que si vous allez un dimanche que vous croyez un Dieu, pas dire je vous salue Marie. Vous n'avez jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais vu Marie. Vous croyez que Marie est montée aux cieux, son corps, son âme. Vous croyez que le Fils de Dieu est monté aux cieux. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une foi que vous croyez. Comme on dit, mon père dit, nous et Dieu, on l'a méga. Ce que vous croyez, on peut l'appeler superstition. Il faut nous guérir des superstitions. Il faut nous guérir des conduites d'échec. Il faut nous libérer de ces conceptions rétrogrades de Dieu ou des dieux. Que Dieu nous punit. Ou les dieux nous punissent. Le vaudou nous punit. Le sort nous punit, non. Dieu ne punit personne. Il est donc nécessaire d'éclairer et d'instruire les citoyens, de briser les glaces métaphysiques qui séparent le peuple de la connaissance pour dissiper les frontières rigides de l'ignorance et de la superstition. Actualité à l'étranger, une mine a sauté non loin de Gao. Au Mali ce dimanche, l'explosion de la mine est survenue après le passage d'un bus transportant des voyageurs. Elle a engendré la mort d'au moins une personne et fait 14 blessés. On ne sait pour le moment les raisons de l'explosion de cette mine, mais la force Barkhane pense qu'il s'agit d'un acte terroriste.
La Gambie a commencé une nouvelle ère ce samedi. Son point de départ fut la cérémonie qui a eu lieu ce samedi et correspond à la fois au 52e anniversaire de l'indépendance de l'État et à l'investiture du président Barrow, un nouvel investiture qui intervient après le premier qui avait eu lieu à l'ambassade gambienne du Sénégal dans un contexte où Yaya Jammeh, l'ancien président, refusait de remettre le pouvoir à Barrow. C'est donc le début d'un nouveau départ pour les Gambiens, un départ dont se réjouit une enseignante que je vous propose d'écouter. Nous sommes très heureux d'être les témoins de ce jour historique. La joie que nous avons aujourd'hui est inégalable. Cela me rappelle la façon dont nous